Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. A été très clairement la Fed qui continue de distiller ses messages concernant la normalisation de la politique monétaire par rapport à l'après-crise sanitaire, même si nous sommes toujours traversés par cette vague Omicron. La Fed est déjà en train de penser à l'après, dans la mesure où les prix continuent de progresser très sensiblement aux États-Unis, en tout cas ont continué en décembre de progresser très sensiblement. L'inflation américaine pour décembre s'est affichée à 7%, son plus haut niveau depuis 1982, et on a surtout noté un bond assez spectaculaire de l'inflation qu'on appelle core, c'est-à-dire la partie hors alimentation, hors énergie, qui est passée de 4,9% en novembre à 5,5% en décembre. Et donc tout ceci oblige quoi ? Eh bien, oblige la Fed à muscler son discours de normalisation de politique monétaire. Alors, on avait déjà entendu Jérôme Powell lors des réunions précédentes, la réunion de décembre, et puis encore cette semaine, il s'est à nouveau exprimé sur cette nécessité d'enlever les soutiens monétaires dans une phase où l'inflation avait poussé et où l'économie finalement se portait quand même beaucoup mieux, notamment le marché de l'emploi, mais il semble que les marchés avaient un petit peu de mal à percuter finalement sur la réalité de cette normalisation monétaire. Et il a fallu attendre cette semaine sa vice-présidente, sa future vice-présidente, Laila Brainard, qui s'est exprimée cette semaine et qui a rappelé que la Fed devait s'occuper de l'inflation et ramener l'inflation sur des niveaux plus acceptables, et que la Fed devait également s'assurer qu'il n'y ait pas de risque dans l'environnement actuel pour la stabilité financière, sous-entendant que certains actifs étaient probablement surévaluer certains actifs financiers, certains pans de l'économie, comme l'immobilier par exemple. Et donc ce message assez flou finalement, les risques pour la stabilité financière, ça concerne pas mal de choses, mais le message a pris ça comme une sorte d'avertissement sur la vigilance de la Fed par rapport à des actifs dont les prix ont beaucoup gonflé au cours de ces derniers mois, et pas seulement dans l'économie réelle, mais également tout ce qui est actifs financiers. Et puis on a également vu la Maison Blanche mettre une pression un petit peu indirecte sur la Fed, la Maison Blanche indiquant que juste après donc les chiffres, la communication de ces chiffres d'inflation pour décembre, que cette inflation était trop élevée, que c'était un fardeau pour certains Américains, certains ménages les plus fragiles aux États-Unis, et donc en gros sous-entendant là aussi que la Fed devait intervenir. Donc on a une situation qui a rappelé à l'ordre les marchés, et lorsqu'on commence à parler effectivement de normalisation monétaire, il y a certaines composantes du marché qui sont plus sensibles que d'autres. C'est le cas pour les valeurs de croissance, qui sont des valeurs qui aiment bien les environnements de taux faibles, de liquidités abondantes pour financer des projets qui nécessitent beaucoup de cash, qui sont des projets donc d'investissement pour une croissance à venir. Et forcément, quand on commence à parler de normalisation monétaire et de durcir un peu le ton sur cet aspect-là, c'est la classe d'actifs, c'est le secteur en bourse qui souffre le plus. Et on a vu donc les valeurs technologiques partir assez sensiblement à la baisse cette semaine, alors que de l'autre côté du spectre des valeurs, on retrouve des valeurs bancaires qui se comportent toujours plutôt bien, des valeurs liées au secteur du pétrole, du gaz, avec des cours de matières premières qui restent bien orientés, le secteur auto également qui reste bien orienté, ou encore le secteur des ressources de base. Et donc on a une vraie divergence dans les différents secteurs, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et donc on voit les indices sensibles aux valeurs technologiques, le Nasdaq, le S&P 500, mais qui partent à la baisse. Et de l'autre côté, on a des indices moins sensibles aux valeurs de croissance qui ne sont pas orientés à la hausse pour autant, mais dont le repli est beaucoup moins marqué que les indices plus sensibles à ces valeurs de croissance. Et donc évidemment les indices européens sont moins sensibles aux valeurs de croissance. Il y a un peu plus de valeurs dites value, plus cycliques dans ces indices européens, des bancaires aussi, beaucoup de bancaires, et donc il se comporte un petit peu mieux. Toutefois, on a quand même des éléments à souligner par rapport à l'Europe cette semaine, parce qu'on voit que la situation en Chine reste toujours assez tendue. Alors il y a plusieurs éléments. On voit qu'au niveau des ports maritimes en Chine, il y a toujours une pression sanitaire qui est forte, et donc dans certains ports chinois, l'activité est ralentie, ce qui entraîne des détournements d'activité vers les ports restants, et donc il y a toujours dans certains ports chinois de grosses congestions qui restent en place, et donc ça entretient toujours cette musique de fond négative sur la logistique mondiale, sur l'approvisionnement en pièces et en composants, et donc ça maintient l'environnement inflationniste en fait. Et en parallèle de ça, il faut également souligner que les matières premières qui contribuent, ou en tout cas qui avaient beaucoup contribué à l'inflation ces derniers mois, c'était un petit peu vrai pour décembre parce que le pétrole était un petit peu retombé, et bien on voit que ces matières premières qui avaient un petit peu rechuté octobre, novembre, et bien là depuis plusieurs semaines ont récupéré une grosse partie de leur baisse,
plus de 3/4 de leur baisse, même 80, presque 90% de leur baisse. Il suffit de regarder le baril de brut américain qui est revenu dans des zones de 83 $, ce qui était quasiment ses plus hauts d'il y a à peu près 2 mois. Donc on voit que les matières premières aussi qui repartent à là aussi, qui poussent, dont l'énergie, eh bien ça continue d'entretenir ce sentiment inflationniste aux États-Unis, notamment ces projections d'inflation à moyen terme, et donc ça oblige encore une fois la Fed à muscler son discours parce qu'on ne peut plus être dans une posture d'attente pour la Fed. C'est un petit peu la posture de Jérôme Powell, en gros de dire l'inflation est transitoire et nous verrons. Ce discours avait quand même commencé à s'infléchir assez sensiblement lors de la réunion de décembre, mais le marché, comme ça, a eu besoin de piqûres de rappel pour lui montrer, lui signifier, notamment par la voix de la future vice-présidente de la Fed, eh bien que non, que l'inflation était vraiment trop haute, qu'on ne pouvait pas se permettre d'attendre pour la traiter tout simplement, même si une partie de l'inflation est liée à des problèmes mondiaux qui ne dépendent pas de la Fed, des problèmes d'approvisionnement notamment, qui font grimper les prix, eh bien il y a comme une partie plus domestique, qui elle doit être prise en charge par la Fed, et c'est le message qui est passé cette semaine. On parlait donc de la Chine il y a quelques instants. Pourquoi la Chine doit être sous surveillance? Parce qu'on voit que les indices européens, notamment pour le CAC 40, il y a une composante du CAC importante, plus d'un tiers du CAC 40 est composé de valeurs du luxe, et on voit qu'en Chine, eh bien, on le disait tout à l'heure, les signaux macroéconomiques restent relativement mitigés, l'aspect logistique reste toujours tendu, on a surtout, ça c'est le plus gros risque à court terme, des obligations d'entreprise à haut rendement, toute cette composante des obligations d'entreprise à haut rendement, ce qu'on appelle le crédit high yield, eh bien les obligations continuent leur baisse, continuent de s'affaisser. Et ça, c'est un risque parce que ça montre tout simplement la sensibilité des investisseurs à la question immobilière. Ce marché du crédit high yield en Chine, il est extrêmement sensible aux promoteurs immobiliers, à leur situation financière, à leur situation économique, et le fait que ces obligations continuent de se dégrader, eh bien ça fait peser un risque en fait d'instabilité financière sur la Chine. On voit d'ailleurs que les gros indices chinois cette semaine sont plutôt partis à la baisse. Le CSI 300, le Shanghai Composite ont été réservés à la baisse. Donc là, pour les indices européens, ça c'est un point important parce qu'il y a une exposition, que ce soit via le DAX et les valeurs exportatrices allemandes, ou l'Europe, le CAC 40, la France pardon, et le CAC 40 avec ses valeurs du luxe. Et ça en revanche, ça peut être un risque, effectivement, ce qu'on a d'ailleurs vu ces 2-3 derniers jours, les valeurs comme ça, des biens de consommation dans lesquels on retrouve du luxe, et bien partir à la baisse sur fond d'inquiétude sur la Chine. Donc c'est une semaine quand même assez tendu qu'on a eu finalement. La volatilité n'est toujours pas très élevée. La volatilité sur les marchés américains est aux alentours de 20. Donc pour donner un ordre d'idée, on était monté à 80 lors du pic du stress Covid, alors qu'une une période on va dire de stabilité où il y a peu de volatilité et où la situation est à peu près normale, on évolue plutôt entre 10 et 15. Vous voyez, donc 20, c'est pas non plus un très gros stress pour autant, mais on sent quand même qu'il y a une espèce de nervosité sous-jacente des marchés avec cette double situation, d'un côté une normalisation monétaire, de l'autre aussi quelques statistiques qui ralentissent un petit peu. On a déjà parlé des indicateurs ISM aux États-Unis qui retombaient un petit peu depuis leur point haut, qui restaient quand même très élevés, donc une situation qui reste bonne, mais on sent quand même qu'on est en train de plafonner un petit peu sur la macro américaine. On a eu par exemple en fin de semaine un indice de confiance des consommateurs qui était un petit peu en dessous du mois précédent. On a également des chiffres de vente au détail qui ont affiché le plus fort repli depuis le mois de février dernier. Donc on a comme ça une macro qui se tasse un petit peu côté US au moment où finalement la Fed accélère sur sa normalisation monétaire. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la vitesse de la normalisation monétaire de la Fed sera beaucoup plus rapide que lors de la normalisation précédente post-crise des subprimes. Là, en l'espace de quelques mois, nous aurons fin des achats d'actifs, donc fin du mois de mars, première hausse de taux, la plupart des déclarations des membres de la Fed vont dans le sens d'une première hausse au mois de mars, et ensuite certains membres, alors que ce soit Jérôme Powell ou d'autres, évoquent 2 à 4 semaines 2 à 4 réunions possibles avant de prendre une décision sur l'ajustement à la baisse du bilan, c'est-à-dire faire dégonfler le bilan, et ça on sait que c'est quelque chose d'assez sensible par rapport au marché financier, parce que la Fed a exercé une pression forte sur les actifs en soutenu pas mal d'actifs, les bons du trésor, les titres de crédit hypothécaire en les stockant dans son bilan. Quand on parle de faire décroître la taille du bilan, eh bien ça veut dire que là on passe vraiment dans la phase de normalisation monétaire à proprement parler, et c'est toujours un petit risque pour l'économie, pour les marchés, surtout au moment où, encore une fois, cette économie américaine semble montrer quelques signes de plafonnement. Alors après, ce ne sont pas des risques majeurs pour autant. Ça peut ramener un peu de volatilité, ce qu'on voit d'ailleurs sur les marchés cette semaine, mais normalement la Fed va quand même piloter ça. Le risque d'accident monétaire, on ne peut pas l'écarter, mais c'est pas ce qui apparaît le plus probable aujourd'hui. Mais bon, on peut quand même considérer qu'on peut traverser une petite phase un peu volatile comme ça, dans cet effet un peu ciseau, une économie qui ralentit un petit peu, et puis une banque centrale américaine qui normalise un petit peu et même carrément sa politique monétaire.
Donc voilà ce qu'on pouvait retenir de cette semaine. Et donc on le disait tout à l'heure, une poussée sur les prix des matières premières qui ont pas mal repris sur ce qu'elles avaient perdu au quatrième trimestre. Ce qui nous attend la semaine prochaine. Donc on va continuer la saison des résultats aux États-Unis. Ça a déjà commencé cette semaine avec les valeurs bancaires, notamment en fin de semaine. On va poursuivre donc tous ces résultats la semaine prochaine et la semaine suivante. On aura lundi donc une journée off sur les marchés américains, un jour férié, mais nous aurons des données quand même sur la Chine, notamment le PIB en Chine, donc ça sera à suivre, plus des données sur la production industrielle, les ventes au détail, l'investissement en Chine, donc une série de chiffres à suivre, surtout importante en ce moment par rapport à la Chine et ce qu'on vient de dire. Mardi, nous aurons l'indice ZIU en Allemagne, qui est le sentiment économique, donc on va le surveiller évidemment, parce qu'on a vu les chiffres de la croissance allemande là, pour 2021, qui sont des chiffres corrects, mais qui montraient quand même une contraction de l'activité économique au quatrième trimestre sur fond de mesures sanitaires, donc on suivra l'indice ZIU avec attention. La Banque du Japon également va donner ses orientations de politique monétaire mardi. Mercredi, ce sera au tour du Royaume-Uni de nous communiquer ses chiffres d'inflation, donc évidemment toujours important. On rappelle que la Banque d'Angleterre avait déjà procédé à un premier relèvement de taux il y a quelques semaines, ce qui a permis à la livre de rebondir un petit peu, notamment par rapport au dollar. Et puis on aura également, donc mercredi prochain, aux États-Unis, donc cette fois-ci, permis de construire et mise en chantier. On finira la semaine jeudi avec les minutes, donc le compte-rendu de la dernière réunion de la Banque Centrale Européenne. Toujours des chiffres d'immobilier aux États-Unis avec les ventes de logements existants. Le pétrole aussi, qu'on suivra comme chaque semaine aux États-Unis, parce que là on a vu des données cette semaine qui montraient que les réserves de pétrole aux États-Unis, les réserves de pétrole brut, étaient retombées à leur plus bas niveau depuis 2018. Et les stocks stratégiques de pétrole, le fameux SPR, auquel l'administration Biden a eu recours pour faire baisser il y a quelques semaines les prix du pétrole, ces réserves stratégiques de pétrole aux États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis 2002. Donc on est toujours dans une situation où il y a des tensions sur le marché des matières premières. Après, c'est vrai que si nous commençons à avoir des données économiques qui se tassent un petit peu, ça pourrait aussi calmer un petit peu le sentiment sur les matières premières. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on décrivait il y a quelques minutes, on a quand même des matières premières qui contribuent pour l'instant plutôt à ce sentiment inflationniste à court terme, plutôt que l'inverse. Donc évidemment, les données sur le pétrole sont à surveiller de très près dans ce contexte-là. On terminera la semaine prochaine avec la confiance des consommateurs en zone euro et puis les ventes au détail au Royaume-Uni. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.